Bonjour, alors aujourd'hui, le théorème de Bruch-Reiser, magnifique théorème qui m'a été indiqué par Toto. C'est un internaute donc, qui réagit souvent sur la chaîne. C'est un résultat assez rare et c'est un résultat dont la preuve est extrêmement éclectique, fait feu de tout bois, donc j'adore. De géométrie combinatoire en quelque sorte. Alors je vais m'expliquer. Je vais donner une définition du plan projectif d'ordre n. Ça va être un ensemble P qui possède nu points, avec nu égale n2 plus n plus 1. Ils sont répartis en nu droite, donc les éléments de P sont appelés des points, et on va avoir on va définir des parties de P qu'on va appeler des droites. Et il y en a nu. Et il faut que chaque droite possède exactement n plus 1 point. Chaque point appartient à exactement n plus 1 droite. Deux droites distinctes s'intersectent en un point. Et par deux points distincts passe une unique droite. Donc vous comprenez que on est sur les axiomes de la géométrie projective, mais sur un ensemble fini. Donc c'est une variante un peu de la géométrie affine d'Euclide, puisque là, il n'y a pas de parallélisme, toutes les droites se coupent. Mais avec, on voit qu'il y a une belle symétrie. On a 1, 2 et 3 qui est symétrique avec 4. Alors en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous annonce un peu le programme. Dans un premier temps, on va interpréter ces axiomes en tant qu'équation matricielle. Ensuite, cette équation matricielle, on va la résoudre. Cette fois-ci, avec un tout petit peu de réduction, pas beaucoup, mais surtout avec des formes quadratiques. Et ensuite, on va être amené à des problèmes de type arithmétique, dont le théorème des 4 carrés. Et le théorème des 2 carrés. Voilà. C'est assez extraordinaire, vous allez voir, c'est un déroulement où on passe d'un monde à l'autre des mathématiques, un beau voyage, encore une fois. Alors allons-y. Pour l'interprétation matricielle, je vais interpréter en termes de matrice d'incidence l'ensemble des axiomes. Alors, d'abord, je vais appeler A la matrice AIJ, I et J allant de 1 à nu, donc c'est une matrice carrée, avec des coefficients dans 0, 1. C'est-à-dire que c'est une matrice d'incidence. Les lignes, ça va représenter les droites, l'ensemble des... Chaque droite, ici, va être une ligne, et chaque colonne va représenter un point. Bien, et on va mettre AIJ si la droite I contient le point J et 0 sinon. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vous donne quand même l'exemple, le premier exemple de plan projectif, c'est le plan de Fano. Donc ici, il est d'ordre 2, nu est égal à 2 au carré plus 2 plus 1, ça fait 7. On a 7 points et 7 droites, donc, et vous voyez ici, regardez, les points sont représentés ici comme ça, et les droites, ici vous avez une droite qui relie 3 points, là une droite qui relie 3 points, là une droite, vous avez 7 droites, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la 7e ici. Et à chaque fois, vous vérifiez les axiomes. Alors, il y a une réalisation ici particulière de ce plan projectif, c'est effectivement le vrai plan projectif P2 de F2, c'est-à-dire que les points sont les droites vectorielles de F2 au cube, et les droites sont les plans vectoriels de F2 au cube. Voilà. Vous pouvez vérifier que ça donne ça. On obtient ainsi des graphes qui ont une merveilleuse symétrie, puisque ici, on a GL3 de F2, qui est un groupe quand même assez conséquent, qui agit là-dessus. Maintenant,
tous les plans projectifs ne viennent pas de la géométrie vectorielle et de la géométrie projective issue de la géométrie vectorielle, comme ici. On peut se demander si on a des objets un peu exceptionnels qui sont purement combinatoires. Et c'est la question qu'on se pose ici. Alors comme je vous l'ai annoncé, on va interpréter les axiomes en tant que équations matricielles. Alors regardez, chaque droite possède n plus 1 point, ça veut dire que sur chaque ligne, il y a n plus 1, 1, et le reste c'est des zéros. Donc quand on va faire LI transposé, donc ça c'est une ligne fois une colonne, ça va nous faire exactement n plus 1. Pareil, chaque point appartient à n plus une droite, ça veut dire que sur chaque colonne, il va y avoir n plus 1, 1, et le reste c'est des zéros. Donc CJ transposé CJ est égal à n plus 1. Deux droites distinctes s'intersectent en un point, ça veut dire que si I est différent de J, LI, LJ transposé est égal à 1, ça va être juste le 1 fois 1 qui correspond au point d'intersection, et par deux points distincts passe une unique droite, bon, on connaît bien la géométrie d'Euclide, ça s'interprète en CI transposé CJ égale 1 dès que I est différent de J. Donc, on fait le bilan des quatre en une seule matrice, où on dit que A transposé A, sur la colonne, on va avoir des n plus 1, et le reste, ça va être que des 1. Donc c'est la matrice n fois l'identité. Donc je vous rappelle que ça c'est une matrice de taille nue, nu n2 plus n plus 1. Donc c'est n i nu plus la matrice J, celle qui possède que des 1. D'accord? Bon, un internaute que je ne nommerai pas juste par souci d'anonymat, l'appelle la matrice Attila. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des 1 partout. J'aime beaucoup. Hein. Et si veut, je dirai son nom, hein, évidemment, mais j'ai pas eu encore son autorisation. Bon, alors donc, on a ici une matrice qui appartient à M nu de Q. Voilà. Alors maintenant, J, on va l'analyser avec la réduction, puisqu'on voit que ça, c'est quand même lié à la réduction. Ça revient à regarder des valeurs propres. Alors, J est diagonalisable, hein, avec, elle est très connue, 0 et valeur propre avec multiplicité nu moins 1, et l'autre valeur propre, c'est la trace, c'est-à-dire nu. Donc, qui J, le polynôme caractéristique de J, c'est x puissance nu moins 1, facteur de x moins nu. Voilà. Donc maintenant, quand je vais poser x égale moins n pour obtenir le déterminant de ça, eh bien, j'ai donc le déterminant de ça, qui est égal au déterminant de a carré, et quand je vais remplacer x par moins n là-dedans, je vais obtenir, bon, faites le calcul, n puissance, avec le nu, on va avoir n2 plus n plus 1 moins 1, donc ici n2 plus n, et là ici, on va obtenir n2 plus 2n plus 1, c'est-à-dire nu plus n, donc n plus 1 carré. Ce qui veut dire que la valeur absolue du déterminant de A, c'est n facteur de n2 plus 1 sur 2, facteur de n plus 1, qui est forcément non nul, donc A est inversible. C'est tout ce qu'on peut en dire pour l'instant. Maintenant, on va analyser cette équation et on va montrer le théorème, que j'ai pas encore exprimé, hein, le théorème de Bruch-Reiser. Alors donc, le voici, ce fameux théorème de Bruch-Reiser. S'il existe un plan projectif d'ordre n, d'accord, avec n congru à 1 ou 2 modulo 4, alors n est somme de 2 carrés. Voilà. Bon, tout à l'heure, on avait n égale 2 sur le plan de Fano. Bon, 2 somme de 2 carrés, ça, il n'y a pas de problème. Mais, par exemple, on peut montrer qu'il n'y a pas de plan projectif d'ordre 6. Parce que 6 est congru à 2 modulo 4, or, il n'est pas somme de 2 carrés. Hein, voilà. Bon, en revanche, vous avez un truc comme 10, bon, c'est somme de 2 carrés. Est-ce qu'on peut construire un plan projectif? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais, parce que 10, c'est 3 au carré plus 1 au carré.
Mais dans ce sens-là, en tout cas, ça nous permet d'éliminer des possibilités hein, de plans projectifs d'ordre n. Voilà. Alors, allons-y pour la preuve. Je prends donc n congru à 1 ou 2 modulo 4. Je rappelle que A est la matrice d'incidence, qu'elle est inversible et qu'elle vérifie cette équation. A transposée A est égale à ni nu, elle est de taille nu, hein, plus J, la matrice avec que des 1, et nu c'est n2 plus n plus 1. Donc je vais prendre un vecteur quelconque hein, de Q puissance nu, et je vais lui appliquer A. Donc je vais prendre le vecteur Z égale AX. A est inversible, hein, je vous le rappelle. Je vais regarder Z transposé Z. Bon, donc d'après cette formule, ça va faire N, X transposé X, plus X transposé JX. Bien. Donc là, on débarque chez les formes quadratiques. Donc ici, on va avoir la forme quadratique somme de ZI carré. Le ZI, c'est les composantes de Z. I allant de 1 à nu. Là, on va avoir N somme de xi carré. Et là, bah, c'est une forme quadratique assez connue. Vous voyez que J, c'est une matrice symétrique. Et donc, vous voyez assez facilement que ça, c'est simplement, c'est de rang 1. Hein. Donc, comme J est de rang 1, ça va être une forme quadratique de rang 1. Et c'est la forme somme de I égale 1 à nu de xi carré. C'est facile à voir à cause des J qui sont tous égaux à 1, qu'on va avoir pour les termes diagonaux des xi carrés, et pour les termes non diagonaux, 2 fois xi, xj, avec i différent de j, et on reconnaît la somme des xi au carré. Je vais appeler S cette partie-là, cette somme-là, et maintenant, je vais ajouter une variable supplémentaire pour avoir une identité dans Q puissance nu plus 1. Alors, on va voir pourquoi. J'ajoute des deux côtés nx nu plus 1 carré avec cette variable supplémentaire. Donc là, on peut le voir comme un rationnel hein, quelconque que je prends. Et ici, je fais rentrer le nx nu plus 1 carré à l'intérieur de cette somme. Ça va faire qu'on va avoir n i égale 1 à nu plus 1 de xi carré. Plus toujours s carré qui n'a pas changé. Voilà. On a une identité. Alors on peut voir ça comme une égalité entre des variables xi, i allant de 1 à nu plus 1, hein, puisque z s'écrit en fonction de ces variables-là. Voilà. Et maintenant, l'explication de nu plus 1, c'est que comme n est congru à 1 ou 2 modulo 4, eh bien, vous vérifiez que n2 plus n plus 2 est multiple de 4. Parce que si n est égal à 1 dans z sur 4z, ça fait 1 plus 1 plus 2, ça fait 0. Et si n est égal à 2, ça fait 4 plus 2, ça fait encore 0. Donc, dans tous les cas, vous avez que 4 divise nu plus 1. Donc ici, un nu plus 1 uplet peut s'écrire par concaténation de vecteurs hein, de Q4. Alors là, on va utiliser le théorème des 4 carrés. C'est-à-dire que n, lui, bon, okay, il se décompose, tout nom positif évidemment, se décompose en somme de 4 carrés. Donc n1 carré, plus n2 carré, plus n3 carré, plus n4 carré. Je vous conseille d'ailleurs la preuve hein, qu'on peut trouver dans le livre de Pierre Samuel, Théorie algébrique des nombres, où il utilise les quaternions d'Hurwitz. Justement, c'est le quaternion dont il va être question là maintenant. On va poser, même si vous ne connaissez pas les quaternions, c'est pas grave, hein, on va poser n égale cette matrice-là, avec les ni. Vous voyez que ce sont des vecteurs qui sont de même norme, ici, et qui sont tous orthogonaux 2 à 2. Et en fait, ceux qui connaissent un peu les quaternions vont reconnaître n1 fois l'identité, plus n2 fois i, plus n3 fois j, plus n4 fois k, où ijk, ce sont les matrices de Pauli. Hein, ce sont les représentations. Ici, on a c'est ce qu'on appelle la représentation réelle hein, de la base standard des quaternions. Bien.
Bon, et vous pouvez vous contenter de ça. C'était juste un clin d'œil. Mais disons que ce clin d'œil n'est pas tout à fait innocent. Il fait que on peut calculer z de n facilement, et c'est n au carré, grâce à cette représentation. Mais après, vous pouvez le faire autrement par un calcul plus direct. Bien, ce qui veut dire que n, encore une fois, est inversible. On a deux matrices inversibles, A et n. Hein. Bien, eh bien, je vais construire maintenant 4 par 4 un nu plus 1 vecteur rationnel grand Y. Alors, comment? Pour I allant de 0 à nu, hein, gros, je vais construire donc 4 par 4 ici en multipliant par n à chaque fois. On pourrait aussi dire tout simplement hein, un truc comme ça, voilà, fois x. D'accord. Et là, évidemment, on voit encore une fois que c'est inversible. On va pouvoir maintenant travailler un petit peu sur cette équation-là. Bon, allons-y. Alors on a cette identité hein, qui est valable pour tout x, d'accord, dans q puissance nu plus 1. D'accord. Alors les ZI sont des fonctions des xi et là on a les xi aussi. Ça aussi c'est fonction des xi. On a posé grand Y, c'est cette matrice inversible de grand X. Et donc on a n transposé n, c'est petit n I4. N est une matrice de taille 4, donc ici, ça c'est une matrice qui va vérifier que sa transposée par elle-même, ça va être NI nu, d'accord, ici. Et donc ça va faire que Y transposé Y, vous voyez que ça va donner N, petit n, X transposé X. C'est ça le miracle, ici, hein. C'est là la partie vraiment jolie, d'utiliser le théorème des 4 carrés pour avoir un changement de variable qui reste dans Q. Alors donc, qu'est-ce que ça nous donne maintenant? Donc ça va nous donner somme de i égale 1 à nu, toujours, des i carrés, n x indice nu plus 1 au carré, égale, là maintenant, n est finalement rentré là-dedans, hein, et on est quand même dans Q, vous voyez. Donc c'est la jolie astuce. Et donc on a une somme hein, de i égale 1 à nu plus 1 de yi carré. Et tout ça, c'est une fonction... une forme quadratique en grand X et une autre forme quadratique en grand X. Bon, alors allons-y. Maintenant, le but, c'est de partir de cette identité et de simplifier, quitte à restreindre sur un sous-espace, parce que là, pour l'instant, on est sur un grand espace. On a besoin juste, à la fin, on va tout charcler, on va tomber sur cette identité-là. Et on va, quitte à restreindre, on va essayer de simplifier jusqu'à éliminer tout ça. Alors regardez comment on va faire. Bon y1, c'est une fonction linéaire des x1 jusqu'à nu plus 1, donc c'est une forme linéaire hein, là-dessus, d'accord, puisque ça va être la première ligne de cette matrice-là. Z1, c'est une forme linéaire aussi en les nus premiers, ça ne dépend pas, mais on peut le voir comme forme linéaire là-dessus, hein, par extension, ou ça ce serait nul. Voilà, on a z égale, alors x bar pour moi c'est q puissance nu, on a juste enlevé la dernière coordonnée ici. Et maintenant je voudrais que y1 carré soit égal à z1 carré. Comme ça je peux simplifier. Alors, ici, j'écris que z1 carré égale y1 carré, ça c'est une équation. L'ensemble des x là-dedans qui vérifie ça, c'est la réunion de deux hyperplans. Alors, ce que j'appelle h+, ici, c'est z1 égale y1, et h-, c'est z1 égale moins y1. Alors vous allez me dire, est-ce que ce sont bien des hyperplans? Bon, alors on pourrait imaginer que z1, c'est pareil que y1. Voilà, bon, accident. z1 égale y1. Bon, alors maintenant, comme A est une matrice inversible, on peut, quitte à changer la numérotation
des YI ici, parce que là-dedans, la numérotation des YI n'est pas tellement importante, hein, eh bien, quitte à changer, ce qui revient à échanger les lignes, on peut obtenir un qui est différent, parce que A est inversible, donc elle ne peut pas avoir toutes les mêmes lignes. Bon. Donc ici, on aura un hyperplan, quitte à changer les lignes. D'accord. Donc, on va avoir forcément deux hyperplans distincts, H+, et H-. Maintenant, je regarde l'hyperplan H0 où j'annule la dernière coordonnée. Eh bien, H0 ne peut pas être à la fois égal à H+, et H-. Ça pourrait être un des deux, mais pas les deux. D'accord ? Donc, je peux supposer que H+, par exemple, c'est l'hyperplan différent de H0. Ce qui veut dire que on peut simplifier maintenant, on va avoir Z1 carré égale Y1 carré sur H+. Bon, si ça avait été H-, bon, ça aurait été sur H-. Mais ce que je veux, c'est de ne pas être inclus dans H0. Voilà. Donc, j'arrive à simplifier par Z1 carré et Y1 carré, à condition que je me situe sur un hyperplan, quitte à échanger des Y, d'accord, ici, et cet hyperplan sur lequel je me restreins n'est pas contenu dans H0. Voilà, ça c'est important. Donc maintenant, une fois que j'ai simplifié, j'ai la même identité, mais plus petite, et je peux continuer à simplifier, d'accord, en me restreignant encore à des hyperplans, et en faisant attention que ces hyperplans ne soient pas dans H0, c'est exactement pareil. Voilà. Donc je fais une récurrence descendante, et j'arrive à éliminer tout ça. Je vais garder un Y nu, mais c'est pas forcément Y nu, parce que comme on a fait des échanges à chaque fois, ça va être un YJ, hein, d'accord, qui lui est en fonction des X, voilà, et plus S2, voilà. J'ai cette identité. Cette fois-ci, bon à force de prendre des hyperplans dans l'hyperplan, dans l'hyperplan, dans l'hyperplan, maintenant je me retrouve sur une droite, et sur une droite où je me suis assuré que je n'étais pas inclus dans H0. Voilà. Donc maintenant, ici, je peux effectivement prendre un nombre non nul, un rationnel, et quitte à multiplier par un nombre assez grand, je peux supposer que ce sont des entiers positifs, et donc que j'ai NC2 est égal à A2 plus B2. Voilà, avec C non nuls. Voilà, après cette gymnastique, il ne reste plus qu'à faire un petit peu d'arithmétique. Alors, il ne nous reste plus qu'à chercher l'exercice suivant. On a C différent de 0, et N tel que N, C2 égale A2 plus B2. Donc, tous des entiers. Hein. Alors, N est une somme de 2 carrés. Comme ça, on aura montré que N, ici, est bien une somme de 2 carrés. Ok. Alors, regardez, je vais poser N égale M2, donc je vais prendre tous ces facteurs carrés, et je vais garder que des nombres premiers, ici, qui sont 2 à 2 distincts. Voilà. Je peux donc supposer, quitte à remplacer C par M fois C, hein, qui va être non nul non plus, hein, donc je peux toujours supposer que N c'est P1 jusqu'à Pk, parce que si j'arrive à montrer que lui c'est une somme de carrés, alors lui sera une somme de 2 carrés, voilà. Et je vais aussi supposer maintenant que A, B, C sont globalement premiers entre eux, quitte à diviser par le PGCD de A, B et C, puisqu'on a une équation homogène. Hein. Alors, PI divise donc le membre de gauche, ça veut dire que PI divise le membre de droite. Maintenant, j'affirme que PI ne peut pas diviser à la fois A et B. C'est-à-dire que A bar et B bar, A bar fois B bar, est différent de 0 dans Z sur PI Z. Ben oui. Parce que si PI divisait les deux, alors PI carré diviserait le membre de droite, donc PI carré diviserait le membre de gauche, et donc comme PI
carré ne divise pas n par hypothèse, eh bien PI diviserait C, et ce serait contre l'hypothèse que c'est globalement premier entre eux. Ok? Donc maintenant, je peux supposer par symétrie que A bar est différent de 0, donc ça veut dire que modulo PI, évidemment A bar est inversible, hein, puisqu'il est non nul sur un corps, P est premier, A-1 B bar au carré est égal à -1, parce que ça c'est égal à 0, hein, d'accord? Donc vous écrivez ça égal à 0 avec des barres, et ça, vous divisez par A carré, et ça vous fait ça. Donc -1 est un carré. Donc comme -1 est un carré modulo P, on sait que soit P égale 2, bien sûr, et si P est différent de 2, eh bien le symbole de Legendre vous dit que PI est congru à 1 modulo 4. Mais on sait que dans ces deux cas-là, c'est les deux cas où le nombre premier est somme de deux carrés par le théorème des deux carrés. Voilà. Donc maintenant, chaque PI est somme de deux carrés, et on sait que le produit de somme de deux carrés, c'est encore une somme de deux carrés grâce à la formule qui est donnée par la norme complexe, hein, A2 plus B2, facteur de A'2 plus A'B2, c'est finalement une espèce de déterminant ici, une espèce de produit scalaire ici, au carré. Vous pouvez vérifier cette formule. Et donc c'est fini. Voilà, alors c'était beau théorème, très rare, parce qu'il y a très peu de théorèmes qui discriminent comme ça les plans projectifs par des propriétés arithmétiques du nombre. Et donc je remercie Toto hein, pour cette proposition, pour avoir envoyé un article qui parlait de ce théorème-là. Voilà, on va s'arrêter là.